La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Il est 8h30, vous écoutez toujours Québec Réveil sur les ondes de CKIA FM 88.3. Il fait 11 degrés actuellement ici à Québec. La journée s'annonce magnifique, ensoleillée avec un maximum de 23 degrés. Sandrine Lambert. Sandrine, c'est notre nouvelle amie à Québec Réveil. Elle fait la chronique technopolitique depuis un mois. Elle est doctorante en anthropologie. Elle s'intéresse aux interactions entre la techno, la politique et au type de société, au type de démocratie qui émerge de ces interactions-là et qui émerge souvent de ces interactions-là en creux, c'est-à-dire à notre insu. C'est un peu ton travail de trouver ces nouvelles lignes de force-là donc, qui traversent nos sociétés. Exactement. Et à Québec Réveil, elle amène la grande visite aujourd'hui. C'est M. Martin Hébert, qui est directeur du programme d'anthropologie à l'Université Laval, qui est professeur d'anthropologie et qui est auteur également de beaucoup d'articles spécialisés en anthropologie, très nichés, mais aussi auteur de fiction. Vous avez publié dans Solaris, notamment, je pense. Absolument, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment... Bonjour Martin, j'ai très hâte d'entendre ça. Vous allez nous proposer un échange sur le fameux film de Francis Ford Coppola, Megalopolis, qui est une méga production. Je pense qu'il a payé de sa poche pour la réalisation, la production de ce film-là, 120 millions, parce qu'il ne trouvait pas de bailleur de fonds, clairement. Avec un box-office de 12 millions. Ah oui, 12 millions! Ouais. C'est épouvantable. Parce que le film, il faut le dire, a reçu des critiques au vitriol dévastatrices. Ouais. Il n'est pas resté en salle longtemps. Et ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est pas une critique, c'est important de le dire. C'est vous utilisez au fond ce film-là comme une base pour une réflexion plus globale, plus large sur les villes du futur, les utopies. Oui, c'est ça, la ville idéale finalement. Et puis c'est ça, c'était une première question que je voulais poser à Martin puisqu'il travaille beaucoup là-dessus. En fait, l'intérêt pour l'anthropologie de porter un regard sur des œuvres de culture populaire ou même sur un film comme Megalopolis. Oui. En fait, l'intérêt, il est mutuel entre les deux, parce que d'un côté, ça aide à faire comprendre l'anthropologie, ce qui est un peu obscur pour les gens souvent. Donc, en passant à travers des œuvres comme ça, on a vraiment une belle occasion d'en parler. Et deuxièmement, ce qui est encore plus pertinent pour notre conversation aujourd'hui, c'est que d'apporter une lentille, un regard comme ça sur une œuvre, ça peut nous aider à la redécouvrir. Et surtout quand elle a été négligée comme celle-là, et c'est juste, ça a été une étoile filante là, dans les salles de cinéma, mais s'arrêter, de jeter un regard anthropologique dessus, peut faire ressortir des éléments d'intérêt, disons. Bon. Ça va être passionnant, puis je veux savoir ce que votre regard d'anthropologue vous dit sur ce film-là, mais avant, il faut quand même que je vous pose la question. Avez-vous aimé ça, Megalopolis, vous autres? Martin? Moi, j'ai aimé ça pour y réfléchir. Honnêtement, je vous dirais, si Francis Ford Coppola avait fait un balado avec ça, juste version audio, embauche ses acteurs pour faire les voix, ça aurait été parfait. Amplement. De vouloir en faire un film semblait un peu de trop. Mais bon, c'est ce qu'il fait, là. Ouais. Bon, moi, je suis moins dur que ça. Là. J'ai quand même vraiment apprécié aussi l'esthétique du film, qui est vraiment... qui se déploie à la fois Martin va en parler, mais plus mettre la scène pour ça, mais qui se déploie dans New York, qui devient la nouvelle Rome, et donc cette esthétique très très jubilatoire. Je pense que c'est à l'image de la liberté que Coppola a voulu se donner aussi pour faire le film. Donc moi j'ai quand même vraiment apprécié la proposition, en fait, surtout en regard avec les critiques épouvantables qu'il a reçues. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais effectivement aussi pour ce que ça nous donne comme matière à penser, à réfléchir. Puis on va en parler parce qu'il y a des liens avec technopolitique. Mais c'est une bonne œuvre. Il a un message vraiment intéressant à livrer, surtout pour un cinéaste qui a 85 ans. Puis comme je le disais la fois précédente, quelqu'un qui arrive à cet âge et qui a un tel optimisme, et qui a quand même un regard très lucide sur la société actuelle, mais un optimisme pour se projeter ou pour la suite. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. Oui. En deux coups de cuillère à peau, peut-être l'histoire. Ouais, voilà. C'est un architecte... la première chose qu'on doit savoir sur ce film-là, et Coppola est archi limpide sur cette question-là, c'est qu'il s'agit d'une fable. Il utilise le format de la fable, et dans la fable, il n'y a pas de subtilité. Les personnages sont
bien campés, stéréotypés. Stéréotypés. On sait qui ils sont, ça nous est annoncé, la morale est claire, le message est clair. Donc, une partie des critiques qui n'ont pas aimé le film ont trouvé qu'il tombait un peu dans le prêchi-prêcha, ben justement, parce que c'est le but de Coppola, de dire, il n'y a pas 18 niveaux d'interprétation puis d'ambiguïté, je vais vous dire ce que je veux vous dire. Donc, il vous écrit une lettre, là, et il vous donne le fond de sa pensée. Si vous acceptez ça en partant, déjà, ça facilite la réception du film. C'est-à-dire aussi que les personnages sont allégoriques, en quelque sorte. Chaque personnage incarne une idée ou un ensemble de valeurs. Absolument. Puis pour décrire le film, il se décrit beaucoup mieux par ses personnages que par sa trame. Ouais. Et effectivement, il y a vraiment 3 personnages qui sont un peu les 3 coins d'un triangle, les 3 pointes d'un triangle. Donc, il y a le maire de cette nouvelle Rome qui est New York, qui combine New York et Rome en décadence. Donc, le maire, Cicéro, que lui, c'est vraiment la personne qui tente de faire tenir une ville en décrépitude de gré ou de force, là, c'est-à-dire il est préoccupé pour maintenir les services minimaux, là. Donc c'est vraiment le petit gestionnaire sans vision qui est pris dans le présent, mais en même temps, ben on aime ça quand les nids de poules sont réparés, là. Donc Cicéro a ça. Dans l'autre coin, il y a César Catilina qui est lui le visionnaire. Donc Sandrine va en parler là, beaucoup plus. C'est celui qui a une vision, un design, une c'est l'architecte, c'est ça qui c'est Adam Driver. Adam Driver, c'est excellente performance d'interprète. Là. Donc, qui veut pas être embourbé dans le présent et le pragmatique immédiat, mais qui veut vraiment visionnaire recréer sa mégalopolis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les films hollywoodiens, souvent, c'est toujours le bon, le méchant. Là, c'est en nuances. Et surtout, il y a un 3e personnage qui s'appelle Claudio Pulcher, qui est, lui, le populiste, c'est-à-dire qui veut parasiter le mécontentement de la population face à une ville qui fonctionne pas pour eux, face à de la précarité. Le parallèle, encore là, avec la réalité, il est très, très explicite. Là. Ils ont des casquettes rouges. Ils sont, c'est juste qu'ils la portent à l'envers. La palette est vers l'arrière, là, mais bon, vous n'avez pas besoin de décoder longtemps pour trouver le trumpisme là-dedans. Là. Et là, c'est l'interaction entre les 3 qui fait le film. Qui fait le film. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec chaque personnage arrive un espace, en fait. Chacun va se déplacer dans des univers particuliers. Donc, le maire plus pragmatique se trouve un peu dans les bas-fonds de la ville. Donc, c'est ça, il met les mains dans le cambouis pour assurer la logistique, le fonctionnement des infrastructures. Donc, le populiste démagogue se trouve dans la rue. Et puis après, aux étages supérieurs, tout en haut du Chrysler Building, c'est l'administration du design qui est fait par Adam Driver, qui est donc César Catilina, qui lui pense cette ville idéale. Et puis dans la projection qui est faite dans la ville idéale, ce qui apparaît beaucoup, ce sont des espaces verts, des parcs. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a comme une triangulation des personnages, puis en même temps à chacun est associé un espace, mais dans la projection d'une ville idéale, la partie plus nature, verdure, espace de jeu va être l'endroit où tout le monde va se réunir. Et puis ça, c'est un des éléments vraiment importants de la ville idéale et en tout cas du propos de Coppola, c'est de dire ce qui est important. En fait, l'utopie est pas quelque chose de tout près qui arrive et on met la table et ça se déploie. C'est de pouvoir être en conversation les uns avec les autres. Et justement, il prend l'exemple d'une époque comme le Trumpisme ou ce qu'on connaît actuellement où il y a des polarisations extrêmement Enfin, voilà, c'est très tendu, c'est très antagonique, on n'arrive pas à se parler ou même à se comprendre. Et donc cette utopie-là est basée sur le fait de pouvoir recréer de la conversation entre ces différents personnages, éléments
type de pensée. Puis un autre élément là-dessus, c'est qu'il a agi en miroir un peu avec ça, c'est-à-dire que l'équipe qu'il a créée, par exemple, d'acteurs, son casting, il l'a pensé de la même façon. C'est-à-dire, il le sait lui-même, il y a des acteurs qui sont supporters de Trump, il y a des acteurs qui sont très progressistes. Donc finalement, juste dans la manière de recruter les acteurs et de faire le film, il a lui-même mis un peu en acte ce qu'il préconisait en disant la création, la créativité, c'est quelque chose qui place vraiment au-dessus de tout, y compris dans cette idéalisation. Donc la créativité va faire qu'on va pouvoir discuter ensemble et aller au-delà des choses. Donc c'est pas c'est dans ce sens où c'est relativement réaliste et pragmatique. C'est commençons par discuter et recréer de la conversation. Il y avait je m'excuse, il y a une histoire d'amour apparemment dans ce film-là. Vous êtes complètement passé là-dessus, vous en fait, ça n'a pas trop retenu votre. Enfin, c'est pas au cœur de votre. C'était pas. Je comprends de ce que vous me dites que ça ne fait pas partie des éléments les plus intéressants de ce film-là. Non, après ça, c'est subjectif, non? Ouais, puis en fait, c'est que, bon, on a parlé vraiment des trois extrêmes, des trois personnages. Julia. Oui, parce qu'il y a un personnage féminin. Oui, c'est ça. Julia est le personnage. Elle, c'est celle qui va faire le lien entre le maire, c'est la fille du maire, et son histoire d'amour est avec Kathleen, avec l'architecte. C'est elle qui crée le dialogue, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, c'est un élément important. Mais aussi, peut-être revenir... Bon, évidemment, le dialogue est central. C'est vraiment la thèse, comme Sandrine vient de le dire. Mais avec ça est attaché tout un ensemble de propositions puis de visions que Coppola a, c'est-à-dire qui se base sur des thèses quand même très anciennes sur la chute de Rome, qui remontent jusqu'à Montesquieu, là, qui disent qu'en fait, Rome est tombé non pas parce qu'il avait des ennemis forts, c'est pas ses ennemis externes qui l'ont achevé, c'est son affaiblissement interne, et notamment la perte des vertus civiques. Là. Donc, on appelle la décadence. La décadence, mais avec une lecture quand même plus pointue de la décadence en disant, en fait, pourquoi est-ce que l'immense richesse de Rome s'est pas traduite en immense richesse intellectuelle, morale, etc. Donc, il y a cette espèce de décalage-là. Puis, évidemment, le parallèle que Coppola fait avec les États-Unis, encore là, il est immédiat. Comment un pays si riche, par exemple, peut être si peu éduqué? Comment un pays si riche peut être aussi inégalitaire, etc. Peut élire des hommes aussi ignares puis incultes que Trump. Exact. Ouais. Et évidemment, tout ça, c'est des embûches qui empêchent le dialogue. Et il y a des personnages, évidemment, comme Julia. Les enfants vont jouer un rôle important là, dans l'imaginaire de ce film-là, comme étant des liens entre nous et le futur, là, donc qui sont vraiment les thèmes qui sont martelés par Coppola. Ouais, c'est vraiment sa manière, en fait, de recréer de la nuance aussi et du dialogue, parce qu'effectivement, elle circule, Julia, entre les deux univers. Et puis aussi, parmi les choses qu'il propose dans cette utopie, et qui, moi, au début, je l'ai mal interprété, mais parce qu'il valorise beaucoup, on va dire, le mariage et la parentalité. Donc, je me dis, bon, faire une proposition utopique, se projeter pour finalement revenir à des choses aussi conventionnelles, j'étais déçue. Alors en fait, en écoutant des entrevues, j'avais mal interprété, et finalement l'histoire d'amour dont il parle, il a expliqué, il le dédie le film à sa femme avec qui il est resté 62 ans. Donc en fait, plus que le mariage, c'est plutôt le long compagnonnage, et puis qui est valorisé. Et puis sur la parentalité, c'est pas tant la parentalité que finalement il explique aussi beaucoup dans des entrevues que pour lui, les enfants, les bébés sont des génies humains en devenir. Il a une telle foi dans l'humain, dans l'humanité, que pour lui, c'est ça, l'enfance, c'est synonyme d'espoir, d'avenir. Pour lui, chaque enfant qui naît, en fait, il dit même dans des entrevues, on ne peut pas se permettre de perdre aucun enfant, que ce soit en Palestine, que ce soit partout en Afghanistan, que ce soit n'importe où, chaque enfant est important. Ce sont les Mozart, les Beethoven de demain. Et il valorise ça énormément. Donc l'enfance, mais aussi le jeu avec les enfants. Et pour lui, le jeu va vraiment être un moteur, c'est ça, de créativité. Donc une manière de dépasser des conflits, et puis une manière aussi de peut-être maîtriser le temps, qui est un autre aspect important. Oui. Puis ça revient encore à l'optimisme fondamental de ce film-là, qui détonne par rapport à beaucoup de choses qu'on va surtout...
qui sortent de Hollywood, là. Les films optimistes, surtout qui font intervenir de la science-fiction, sont très, très rares, là. Donc, Coppola base son optimisme justement sur sa conception de l'être humain, donc sur sa propre anthropologie à lui, là, sa conception fondamentale et notamment ce qu'il voit dans disons, la beauté de l'intelligence humaine. Donc, encore là, en entrevue, il en parle abondamment en disant, c'est sûr que si on regarde les tendances actuelles, dégradation du climat, augmentation des inégalités, etc., il y a une tendance qui est extrêmement préoccupante et déprimante et ce que vous voudrez, mais il le dit, et c'est présent dans le film, il dit, la tendance n'est pas la destinée, c'est pas parce qu'on est sur une pente qu'on est condamné à ça, et ce qui nous permet de sortir de ces ornières-là, c'est justement la créativité, c'est la capacité de l'humain, et il revient souvent sur ce qu'il considère être le caractère unique de l'intelligence humaine, là, comme une intelligence créative, une intelligence qui est capable de résoudre des problèmes à grande échelle. Donc ça, c'est son message central, là, certainement. Mais c'est inouï que vous ayez vu tout ça dans un film qui a été étrié comme ça, étripé, démembré par la critique. C'est ça, je trouve que on en parlait tout à l'heure, mais finalement, ce film-là nous dit beaucoup de choses aussi sur le pouvoir de la critique, et puis sur l'entre-soi de la critique, parce qu'on dirait que ce sont les uns les autres. Comme après, il y a sûrement des défauts palpables à ce film-là, mais ça en fait pas moins une œuvre qui peut être intéressante. Mais c'est surtout, je pense, ça a empêché le public de se faire sa propre idée. C'est peut-être ça qui est dommage. Ouais. Moi, je pense. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous deux, anthropologues, d'aller voir des films ou de consommer des œuvres d'art, des livres, de la musique même, de les lire d'une certaine façon et de vous étonner qu'autour de vous, on ne les voit pas ou on ne les analyse pas comme vous le faites? Oui, c'est d'apporter un certain regard, effectivement. Puis, tous les humains sont anthropologues d'une certaine façon. C'est-à-dire, il existe ce qu'on appelle la pensée anthropologique et le fait même de l'humanité. Tout le monde a une notion de qui suis-je, qui sont les autres, qu'est-ce qu'un être humain, etc. La seule différence, c'est que l'anthropologie en fait une démarche, une grille de lecture plus explicite. Donc, en fait, c'est comme juste si on ralentissait un peu le film et en faire sortir d'une certaine façon l'anthropologie fondamentale du réalisateur, des auteurs d'un livre ou même de l'histoire qui est devant nous, là. Donc, c'est une façon certainement de plonger dans des œuvres. Puis, honnêtement, c'est infini. Là. Vous pourriez prendre à peu près n'importe quoi. Ce que je comprends de Megalopolis, c'est qu'il propose quand même un équilibre entre ces trois pointes-là du triangle. C'est-à-dire que même la partie populiste, qui est représentée par un des personnages, elle n'est pas caricaturée, pas dénigrée, pas ridiculisée, pas trop, en tout cas. Elle est certainement critiquée, mais effectivement, à travers le film, il y a des échanges, il y a des dialogues extrêmement intéressants entre chacun des trois personnages et l'échange entre Claudio, le populiste, et l'architecte est vraiment intéressant, où Claudio lui dit « Tu es en train de créer un monde aseptisé. Ton utopie, comme il lui dit, elle est trop hygiénique. » Et l'hygiénisme est un terme en ingénierie sociale là, qui a marqué beaucoup. Là. C'est des politiques publiques ultra intrusives, puis on va vouloir votre bien même si vous ne le voulez pas vous-même. Là. Et donc, lui, il dit, moi j'amène le ventre là-dedans, l'émotion, Je participe à l'équilibre, que vous le vouliez ou non, d'une certaine façon. Il lui dit essentiellement qu'il est en train, que lui humanise la politique. Mais évidemment, c'est souvent le côté problématique qui sort de ça, mais effectivement, une politique qui est juste l'application de règles, c'est une technocratie. Et à bien des égards, c'est ce que l'architecte propose. Même s'il a une vision de la technique ou de la technologie qui est un peu plus à dimension humaine, mais tous les grands paramètres sont déjà définis d'une certaine façon. Là.
Puis, puisqu'on fait le lien avec la technologie, je vais revenir à notre idée de technopolitique, justement. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant dans la place de la technologie dans Megalopolis. En fait, elle est très peu présente, mais Coppola, dans ses entrevues, a une vision assez claire qui, je trouve... vaut la peine d'être dite. Pour lui, en fait, les technologies doivent servir juste à faire les basses besognes, c'est-à-dire les travaux qu'on veut pas faire, les travaux insignifiants, et puis que la créativité, la pratique artistique, le risque qui va avec la pratique artistique doit être le fait de l'être humain. Donc ça, c'est un élément important. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que sa projection utopique d'une ville idéale passe pas du tout par des technologies, c'est-à-dire que la ville qui serait intelligente, ce qu'on appelle souvent la smart city, cette ville intelligente, passe absolument pas par des capteurs, par des tas de systèmes techniques, numériques qui vont capter des données, capter nos données, éventuellement entrer dans nos vies pour après réguler des comportements. Pour lui, l'intelligence se situe pas dans des systèmes comme ça, elle se situe dans la créativité, qui est la meilleure manière de pouvoir à la fois résister au temps et puis de mobiliser, on va dire, le génie humain pour créer ce qu'il sait faire de mieux, et tout ça dans une perspective de justice sociale, parce qu'il y a aussi sous-jacent non, c'est quand même présent à grands traits, la volonté de réduire les inéquités, les inégalités de richesse donc l'intelligence est vue d'une manière très différente. Et puis il dédie aussi son film à l'espoir. Et contrairement à plein de techno-utopisme, c'est-à-dire d'utopie qui passe, en tout cas, pour toutes les fois où on voit les technologies comme des solutions à des problèmes sociaux ou politiques, pour lui, ça passe par les êtres humains, par ce dialogue, par ces conversations les plus transversales possibles, par le fait de créer et de pouvoir à certains moments arrêter le temps pour se projeter dans le futur. Et puis pour lui, il l'a dit dans une entrevue, quand on plonge dans le futur ou dans l'inconnu, c'est la meilleure façon de prouver qu'on est libre, parce qu'en fait, on se libère des carcans du présent et puis de ce qui peut, comme le disait Martin, nous faire sombrer dans quelque chose qui peut être une forme, qui peut nous empêcher de bouger. C'est-à-dire si on trouve notre environnement extrêmement triste, difficile, et on voit pas d'issue à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes dans lesquels on voit, les technologies, il va falloir faire avec. On est pris avec ça. Alors autant imaginer pas quelle place elles vont jouer, mais comment on peut s'en servir. Alors que lui, finalement, ce qu'il dit, c'est voyons d'abord le projet de société, puis on verra comment cette chose-là, si éventuellement peut y contribuer ou non. Dernière question. Clairement, vous encouragez les gens à voir le film. Vous leur recommandez de porter attention à quoi quand ils vont regarder Megalopolis? Oui. Disons, Coppola lui-même encourage les gens à écouter le film le 1er janvier. Donc, il dit que ça devrait devenir, il dit que ça devrait devenir le rituel du jour de l'an. Ça va devenir un ouais, ça c'est son... c'est raté pour ça, je pense. C'est son désir. Oui. Vous suggéreriez ça, Martin, peut-être? Peut-être une fois, le prochain 1er janvier. Mais ce à quoi je pense qu'il faut porter attention, justement, c'est sa conception de la créativité et comment il trouve de l'espoir dans la créativité. Donc, c'est vraiment le thème qui revient. Je pense qu'on peut faire pire que d'écouter un film qui a un message optimiste à notre époque, évidemment. Absolument. Oui. Sandrine? Non, moi je pense que ça vaut tout à fait la peine d'être vu. Je pense que tout le monde va pouvoir aller chercher quelque chose qui lui convient, même si c'est aussi superficiel que des formes d'esthétique ou alors il y a assez de choses. Puis il l'a pensé comme ça, hein. Il l'a dit. J'ai mis plein de choses dans ce film-là, exprès pour qu'il soit pas ennuyeux, effectivement exprès pour que chaque fois qu'on le revoit, on découvre d'autres choses. Donc je pense qu'avec un minimum de curiosité, c'est sûr qu'il y a moyen de passer un bon moment. Puis moi aussi, j'ai été très heureuse à titre personnel, mais de ce message optimiste, de voir un réalisateur de 85 ans qui est pas amer et qui croit en l'humanité et qui livre des messages ou même tente de proposer des pistes, même à son échelle, même toute petite, mais pour un peu dégager l'horizon des possibles, on va dire. Ouais. J'ai trouvé ça extrêmement rafraîchissant. Ça fait du bien, vraiment.
Il est plus en salle, le film. Par contre, il devrait arriver bientôt en streaming. Moi, j'ai vu qu'Apple, il est précommandable déjà sur YouTube, sur Apple aussi. Donc, il va être disponible éventuellement si vous voulez le voir. Martin Hébert, vous êtes directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval, prof d'anthropologie également et auteur. Sandrine, notre chroniqueuse technopolitique, donc depuis un mois, doctorante en anthropologie. Merci beaucoup pour cette belle demi-heure passée avec nous pour nous parler de ce film Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Merci C'était un plaisir.